As it turns out, our house was on the way to the airbase, from the location of the... Il se trouve que notre maison était sur la route entre le lieu du crash et la base. Mon père était tellement fasciné par ces matériaux qu'à 2 heures du matin, il s'est arrêté, il nous a réveillés en nous disant « Voici des morceaux d'une soucoupe volante ». Et nous ne savons pas d'où provient cet engin. Après avoir regardé ces objets, les avoir remis dans leur boîte et portés dans la voiture, il est reparti à la base. Je ne me rappelle pas l'avoir revu pendant 24 ou 48 heures. C'est pendant ce temps-là qu'il a transporté les débris à la base de l'Air Force de Carswell à bord d'un B-29. Là-bas, les matériaux ont été réexaminés par un officier, le général Ramey. C'est là qu'a été prise la photo de mon père montrant des débris qui n'étaient pas les mêmes que ceux vus dans la cuisine cette nuit-là. Il examinait des fragments qui ressemblaient à ceux d'un ballon météo ou d'un réflecteur radar, mais je tiens à souligner que ce ne sont pas ceux que nous avions vus à la maison, donc ils ont été remplacés. Quand il est revenu, il nous a interdit de parler de l'événement. Je n'avais pas le droit d'en parler à mes amis, et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais parlé de cela à personne. Il nous disait, c'est top secret, n'en parlez pas. Pour vos réactions à SVP, je vous confirme le numéro que je vous ai donné tout à l'heure, 49 99 88 88, précédé du 16 et du 1 auparavant. Il y a une petite erreur tout à l'heure dans l'inscription qui est venue sur votre téléviseur, 49 99 88 88, et le Minitel c'est 3615 code TF1. Un autre témoin qui est un témoin indirect mais très important, c'est une femme, elle s'appelle Frankie Rowe, elle était jeune adolescente en 1947, son père était pompier et il lui a raconté à l'époque ce qu'il avait vu sur les lieux du site où il avait été appelé. Mon père m'a dit que ces êtres ne venaient pas de notre monde. Il n'avait jamais rien vu de semblable et il m'a dit qu'il y avait de petites personnes là-bas. Ma mère lui a demandé ce qu'il entendait par de petites personnes et il a répondu que ce n'étaient pas des humains, mais que c'était de petits êtres. Il a dit qu'il y en avait 2 qui étaient déjà morts à son arrivée. Ils avaient été mis dans des housses mortuaires. Je ne sais pas si celui qui était encore vivant était aussi dans une housse ou si quelqu'un essayait de le soigner. En tout cas, il y en avait un qui vivait encore et qui marchait. On montra au père de Frankie et à ses collègues de la brigade des matériaux inconnus dotés de propriétés étonnantes. Frankie était là et se souvient d'en avoir eu entre les mains. Je l'ai pris, cela ne pesait rien, c'était comme si ma main était vide. Je ne le sentais pas contre ma peau, c'était vraiment bizarre. Je l'ai lâché sur la table et c'est devenu comme de l'eau. Ça a coulé. Pour Frankie, les militaires de la base avaient une attitude amicale avec les habitants de Roswell. Elle changea d'avis le jour où l'un d'entre eux n'hésita pas à la menacer pour la faire taire. Il tenait à la main une matraque ou un bâton, enfin quelque chose comme ça, et il l'a frappé contre sa paume. Il ponctuait chaque phrase d'un coup de matraque sur sa main. Puis il m'a dit, je veux que vous affirmiez que vous n'étiez pas là. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Et je lui ai répondu, mais si j'étais là. Il a insisté non. J'ai dit encore, mais si. Alors il m'a dit, tu ne peux pas te rentrer ça dans la tête, tu n'as rien vu, tu n'étais pas là, tu ne sais rien. Et il a ajouté, c'est le désert ici. On pourrait facilement t'y emmener et personne ne retrouvera jamais ton corps. Il m'a dit, il ne restera plus que tes os et personne ne saura ce qui t'est arrivé. Je lui ai donc promis que je n'en parlerai jamais. Il détient peut-être la clé du mystère, s'appelle Frank Kaufman. Il a accepté de témoigner pour la première fois à visage découvert et ce sont nos confrères de Channel 4 et l'émission de John Purdy donc, qui l'ont retrouvé. Frank Kaufman affirme qu'en 1947, il était sergent-chef à la base de Roswell en charge donc du personnel, mais qu'en fait il avait également un autre emploi et qu'il émargeait, disons, un service parallèle, un service secret. Et c'est comme cela que, dit-il, il s'est trouvé sur les lieux et pour la première fois, il affirme dire toute la vérité, rien que la vérité.
C'était tard dans la nuit. On a coupé les fils barbelés des clôtures et on a roulé vers la zone indiquée. Le terrain était très difficile à l'époque. Il n'y avait pas de route y conduisant. On a vu une lumière briller, un peu comme un halo ou un rayon qui fusait. Nous nous sommes avancés jusqu'à 100 ou 200 mètres de l'endroit d'où elle provenait. Nous avons compris tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un avion, ni d'un missile, mais d'une drôle de machine, une machine volante qui s'était écrasée dans l'arroyo. La taille de cet engin était d'environ 6 ou 7 mètres de long. Il était original pour ces débris que pour notre créature. Alors, mon opinion personnelle, justement, c'est que même si c'est difficile à prouver, j'y crois pas trop, et je crois que s'il y avait du vrai et du faux, il y aurait peut-être un vrai corps, peut-être une histoire inventée, mais en tout cas certainement des débris qui semblent tellement des débris de science-fiction qu'on a peine vraiment à y croire. Alors, vous suggériez la manipulation éventuelle de services secrets. On a également évoqué la possibilité d'une intoxication des Russes par les Américains. Eh bien, la suite de notre enquête que vous découvrirez après une courte pause nous a précisément amené à Moscou, où on nous a confirmé qu'en 1948, Staline s'était intéressé de très près à Roswell et avait demandé des rapports à ses agents secrets. C'est la suite de l'Odyssée de l'étrange dans quelques instants. Alors l'Odyssée de l'étrange continue avec toujours donc notre standard SVP 49 99 88 88 précédé du 16 et du 1 si vous êtes en province, le Minitel 3615 code TF1. Un petit mot sur les appels qui arrivent en ce moment. Il paraît qu'on me dit que des centaines de personnes appellent pour dire que certaines photos parues dans la presse montrent la blessure de la jambe de la créature de l'autre côté. Mais je pense qu'il s'agit non pas d'une manipulation supplémentaire ou d'une intoxication et tout simplement d'une inversion, je veux dire, de photos. Quelquefois les photos sont publiées à l'envers et évidemment la jambe droite devient la jambe gauche, mais enfin là il n'y a pas de mystère si j'ose dire, il n'y a rien d'étrange dans tout cela. Nous allons reprendre maintenant le cours de notre enquête et je vous le disais il y a un instant, nous sommes allés à Moscou. Pourquoi? Eh bien parce que nous voulions rencontrer monsieur Valéry Bourdakov. Monsieur Valéry Bourdakov est membre de l'Académie des sciences et il a été l'adjoint, si vous voulez, du von Braun soviétique à l'époque qui s'appelait monsieur Korolev, le patron du programme spatial soviétique. Et Korolev lui a dit à cet homme que vous allez entendre que Staline l'avait convoqué au Kremlin un beau jour de 1948 pour lui demander son avis sur l'existence des extraterrestres. Et il a donc étudié, Korolev, au Kremlin pendant plusieurs jours, les rapports émanant des espions soviétiques d'un petit peu partout à travers le monde, mais spécialement des États-Unis. 3 jours plus tard, à son grand étonnement, Joseph Vissarionovitch Staline est venu en personne dans la salle où Korolev travaillait. Avec sa pipe et son fort accent géorgien, il a dit « Alors, camarade Korolev, qu'en pensez-vous? Tout cela est bien réel ou non ?» Korolev a donné une réponse en 3 points. Premièrement, des objets non identifiés circulent bien dans notre atmosphère. Deuxièmement, ils ne constituent pas un danger militaire immédiat pour l'URSS. À l'inverse, il faut rester vigilant pour les avions et les fusées, comme le pensent certains spécialistes. Troisièmement, le problème est sérieux. Nous devons continuer les recherches. Quelques années plus tard, Korolev m'a demandé de lui remettre une analyse détaillée sur les ovnis. J'ai donc rendu un rapport à Korolev avec mes observations. Il l'a lu et m'a dit « C'est exactement ce que j'ai dit à Staline en 1948 ». Dans les rapports des espions étudiés par Korolev en 1948, y avait-il des documents sur l'incident de Roswell? Oui, il y en avait. Une partie des documents concernait Roswell. Et ils évoquaient notamment la présence de corps d'extraterrestres
qui auraient trouvé la mort lors du crash. Moi, je pense que toute cette histoire est un coup monté par les militaires américains. À mon avis, il y a eu une panne lors du décollage d'une fusée au Nouveau-Mexique. Il y avait une base de lancement de fusées là-bas, car lorsque von Braun, l'ingénieur allemand, est arrivé aux États-Unis, c'est dans le désert du Nouveau-Mexique qu'on a installé ces bases secrètes. Pour camoufler un accident grave, une panne, les militaires ont inventé l'atterrissage d'un vaisseau spatial interplanétaire. Alors cela dit, ça ne nous dirait rien de spécial sur la nature des pilotes et de ce genre de créatures. Personnellement, moi j'en ai jamais vu des comme ça. Mais à propos de cette hypothèse d'expérience éventuellement secrète américaine, c'est également l'hypothèse du professeur Albert Jacquard, à qui on a montré ces documents, qui ne pouvaient pas être là en direct ce soir, mais qui nous a donné son opinion après avoir regardé attentivement les images. Regardez. Si c'était une poupée, tout irait bien. Mais la supercherie semble difficile. Alors si c'est un cadavre, comment l'expliquer? L'hypothèse de la manipulation génétique est exclue car il faut bien voir qu'en 1947, on n'avait pas encore découvert l'ADN. L'ADN, le support d'information génétique, n'a été découvert qu'en 1953, 6 ans plus tard. Et les manipulations génétiques dont on parle tant, ça n'est venu qu'un quart de siècle plus tard. Alors évidemment, il y a l'autre hypothèse, l'extraterrestre. Personnellement, ça me semble vraiment une hypothèse invraisemblable. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'au fond, cet être-là ressemble trop à un homme. Or, s'il y a eu, et très probablement il y a eu ailleurs dans l'univers, même dans notre galaxie, quelques étoiles qui ont eu des planètes sur lesquelles un événement comme l'apparition de la vie, puis l'évolution, a pu se produire. Mais l'évolution est le résultat de tellement de hasards, tellement de bifurcations, que la probabilité de tomber sur un être aussi proche de l'homme terrien, je crois que c'est pratiquement impossible. Puis l'autre argument, c'est que si par hasard des extraterrestres venaient sur la Terre, la probabilité qu'ils tombent exactement sur une base de l'armée américaine, vraiment, ça serait un miracle. Par conséquent, j'en conclus que finalement, ce qui a pu se produire, s'est produit dans une base américaine, et n'oublions pas qu'en 1947, c'était véritablement la guerre froide, et que les armées soviétiques ou américaines étaient capables de n'importe quel coup tordu. Moi, je pense que c'est un coup tordu commis par l'armée américaine, je ne sais pas comment, probablement en profanant un cadavre. Avec quel but, on ne le voit vraiment pas. Peut-être pour intoxiquer les services secrets d'en face, mais au fond, la véritable solution de l'énigme, elle est dans les papiers de l'armée américaine. Alors la question que je me suis posée à ce propos, c'est de savoir si des services secrets auraient pu imaginer une chose pareille. Est-ce que, en tout cas, les présidents des États-Unis successifs auraient pu ne pas être informés de cela? Et cette question, je l'ai posée à Pierre Salinger, ancien porte-parole de la Maison-Blanche, ancien porte-parole de John Kennedy, et je lui ai demandé donc si, à son avis, des services secrets pouvaient réellement cacher des informations très importantes au président des États-Unis. Écoutez sa réponse.